Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu The Dresden Files, un jeu de cartes coopératif pour 1 à 5 joueurs. C'est basé sur la série de Jim Butcher, The Dresden Files, donc les aventures et mésaventures d'un sorcier qui s'appelle Harry Dresden. C'est publié par Evil Hat, ici. Et je vais vous faire une présentation des règles, un début de partie ou une partie complète, parce que vous allez voir que les parties sont pas trop longues, c'est bien, on peut faire le jeu plusieurs fois dans la même séance. C'est parti pour cette découverte de The Dresden Files. Donc, que trouve-t-on dans le jeu The Dresden Files? On va avoir deux parties. Une partie, le plateau, qui va présenter l'histoire. On va avoir ici en fait les différentes cartes qui vont composer le scénario. Il y a 12 cartes. Ici, la carte qui représente le petit tas de cartes scénario. Ici, nous avons Stormfront, qui va résumer aussi les types de cartes qu'on va trouver dans le scénario. À savoir que ça correspond au premier roman de la série The Dresden Files, et que dans la boîte, vous allez avoir tous les livres, je crois que ça correspond à tous les livres qui sont sortis, Full Moon, c'est en anglais, hein, Brave Peril, et ainsi de suite. Voilà, on a un scénario, tous les scénarios qui sont sortis, enfin tous les livres, sont représentés sous forme de scénario avec un tas de cartes. Et on a également la partie Side Jobs, qui est en fait un mélange de différents scénarios qu'on va pouvoir tirer au hasard et composer l'épisode de façon complètement aléatoire pour renouveler le jeu. Ici, nous avons les différents personnages qu'on peut utiliser dans le jeu, donc ce qui va donner également de la rejouabilité au jeu, parce que vous allez voir que la façon de jouer est essentiellement due à ce qu'on peut faire et donc aux capacités des personnages. Et ici, c'est des petits encarts supplémentaires qui ne servent à rien, que j'ai sûrement en double. La règle du jeu, elle est simple, elle est claire, on ne se pose pas de questions. Ici, vous avez un peu les couvertures des différents romans, et ça correspond d'ailleurs au dos des cartes. Je vais faire le dos des cartes des différents scénarios. Donc, le plateau avec le scénario. Ici, on va avoir des jetons d'investigation, des jetons d'attaque, les points ou les pions de destin, les fates. Ici, en dessous du plateau, j'ai positionné mes trois personnages. On a Karine Murphy, qui est une flic, Suzanne Rodriguez, qui est une journaliste, et Harry Dresden, qui est donc notre magicien. Pour commencer, quel est le but du jeu et quel est le but d'une partie? Le but du jeu, ça va être de résoudre le scénario, et pour cela, ça va être vous allez voir que le jeu est très mécanique, et qu'il est d'autant plus quand on ne connaît pas la série. Il apporte, vous allez voir que le jeu, si on l'enlève et qu'on met un autre thème, il marcherait aussi bien. Mais il faut dire malgré tout que je trouve qu'il est très bien fait par rapport pour se calquer sur la... Comment dire? Il est très bien fait pour représenter les scénarios de Harry Dresden. On retrouve vraiment tout ce qui fait le sel des romans, en termes de pression, de manque de temps, de galère. Et pour ça, je trouve qu'il est vraiment très sympa. Alors évidemment, il parlera moins aux joueurs qui ne connaissent pas la série, et je trouve que le mieux pour y jouer, d'ailleurs, pour le découvrir, c'est de lire les romans avant, et de faire ensuite la partie. Et je trouve que ça ajoute le côté immersif au jeu. Sinon, ça reste une sorte de puzzle game, où on va devoir résoudre une sorte un puzzle qui est présenté devant nous, qui va être différent chaque fois, parce que les cartes sont positionnées ici, mais de façon complètement aléatoire, avec seulement une contrainte, c'est de ne pas avoir deux types de cartes en dernier dans la ligne, enfin, en dernier, et voilà. Donc le but, ça va être quoi? On va avoir différentes cartes. On va avoir des cartes qui vont représenter des enquêtes, des cases, qui sont en couleur verte, des cartes qui vont représenter les ennemis, en rouge. Et le but, ça va être quoi? Ça va être de résoudre plus d'enquêtes qu'il ne restera d'ennemis en jeu à la fin. À savoir qu'on va pouvoir détruire les ennemis et défausser leurs cartes, résoudre des enquêtes et les mettre dans les cas résolus, ici,
Si on a plus d'enquêtes résolues que d'ennemis qui restent sur le plateau de jeu, à la fin, on gagne l'épisode. Et voilà la mécanique. La mécanique pour gagner, c'est ça. Donc, tout le côté puzzle du jeu, ça va être de pouvoir éliminer les ennemis ou résoudre plus de cas, réussir à balancer entre les deux, sachant que on va avoir des contraintes qui vont venir sous forme de différents facteurs. Le premier, c'est qu'on voit ici, sur le plateau, il y a un range. En fait, ça va être une sorte de distance qui représente et la distance entre les différents intervenants dans un épisode, et le temps qu'on a pour faire nos différentes actions. Donc cette distance va être indiquée sur d'autres cartes, sur les cartes d'action de nos personnages, qu'on va retrouver ici, avec une sorte de flèche, ici, hop, qui vont nous dire, voilà, la carte ici, je vais pouvoir agir, mais à une distance de 1 à 3. Et donc cette distance de 1 à 3, ça veut dire que ma carte, elle pourra atteindre les 3 premières cartes de chacune des rangées. Il y a 2 rangées, mais peu importe, c'est la distance qui va compter. Donc déjà, on va se rendre compte qu'il y a des cartes qu'on ne peut pas atteindre directement. En tout cas, de façon simple. Donc ça, c'est une première contrainte. La deuxième contrainte, et donc vu que les cartes sont disposées aléatoirement en début de partie, même 2 fois le même scénario ne va pas poser les mêmes contraintes à ce niveau-là. La deuxième chose qu'on va avoir, c'est que certaines cartes sont des obstacles. Elles sont en jaune. Il y a 2 obstacles dans cette partie-là. On peut voir le nombre de cartes pour le scénario. On voit qu'il y a 4 ennemis, 4 enquêtes, 2 obstacles et 2 avantages. Donc les obstacles, ils vont avoir une règle en dessous. Ici, on va avoir une règle. Donc c'est là qui dit que tant que cet obstacle n'est pas résolu, les phases vierges sur le dé deviennent des moins sur les lancers de dés. Parce qu'on va avoir des jeux, on va avoir en fait le côté aléatoire du jeu, ça va être le dé, qui vont être des modificateurs sur les actions qu'on va utiliser. Et il y a donc le plus qui fait un plus 1, le moins qui fait un moins 1, et évidemment la phase vierge qui normalement fait 0, qui ne modifie pas. Là, cette carte, tant qu'elle n'est pas résolue, on va considérer que les phases vierges, ce sont des moins. Donc un gros désavantage tant qu'on n'a pas résolu cette carte. Et ça, c'était une condition qui est là en permanence tant qu'on n'a pas résolu la carte. Donc évidemment, pour résoudre ce genre de carte, on va avoir des cartes qui vont nous permettre de passer ces obstacles, mais qui vont aussi avoir leurs contraintes de distance et ainsi de suite. L'autre carte d'obstacle ici, obstacle, elle ajoute plus 1 en coût de points de destin, parce qu'on va voir que les ressources du jeu, ce sont les points de destin qui sont ici. Donc ça, c'est les points de destin disponibles, les points qui sont dépensés. Donc là, j'ai fait une partie en mode intermédiaire, je crois que c'est 8 points, on commence avec 8 points. Donc, mes actions de type attaque vont me coûter plus cher avec cette carte-là, tant qu'elle est en jeu. Donc je vais avoir intérêt à un moment à la résoudre, quand je vais pouvoir faire des attaques, pour économiser mes points de destin. Les cartes avantages qui sont en mauve, avec le petit symbole plus ici, quand on va les récupérer, donc on va récupérer avec certaines cartes qui nous permettent de prendre des avantages, on va pouvoir utiliser l'action qui est juste en dessous. Donc c'est souvent une action immédiate qui est, quand elle est récupérée, qu'est-ce qui se passe? Parfois sur les cartes, on va avoir des petites indications. Ces indications qui nous permettent de dire qui font des liens dans les cartes à l'intérieur d'un même scénario. Donc la carte B ici et la carte B de ce monstre-là ont un certain lien. Ici, pourquoi il y a un lien? C'est parce que cette carte-là parle du démon qui se trouve ici. C'est tout. Parfois, la carte qui est ici, par contre, elle a un lien parce qu'il y a une condition. Donc, c'est des petites aides sur les cartes. Donc, on a vu les obstacles et les avantages. Les cartes, donc c'est ce qui va aussi faire que le scénario va avoir des contraintes sur le jeu de cartes. Donc, ces cartes-là vont nous faire prendre des décisions par rapport à l'ordre de nos actions, au type d'action qu'on va faire, au risque qu'on prend. Les cartes qui nous intéressent le plus, qui sont donc finalement les cartes enquête et les cartes ennemies. Donc les cartes ennemies, c'est simple. Un ennemi de type basique, comme celui-là, un scorpion géant, c'est basique. Hein. Donc ça parle évidemment, le scorpion géant de cette carte,
Il n'y a rien d'extraordinaire quand on le voit comme ça, c'est un scorpion géant avec un petit fond de New York sous l'orage. Ça parlera beaucoup forcément à ceux qui ont lu Avis de tempête, comme c'est le titre en français, de The Dresden Files. Ça va leur parler. Et c'est en ça que c'est génial, c'est d'avoir lu le roman et de faire le jeu juste derrière, ou de faire l'épisode. C'est qu'évidemment, on retrouve tous les points forts de l'épisode, tout ce qu'on a imaginé dans l'épisode. Donc c'est le côté immersif qui vient vraiment si on a lu les romans. Et franchement, pas du tout. C'est très light en thème si on n'a pas lu les romans. Donc la carte ennemie, c'est simple, il y a 9 marqués et marqué 9 hits dessus, c'est son nombre de points, c'est le nombre de coups qu'il prend avant d'être défaussé, avant d'être achevé. Donc il faudra pouvoir lui infliger 9 de dégâts. Parfois on a des conditions. Sur le démon par exemple, on ne peut pas lui infliger des dégâts tant que l'enquête sur le Shadowman n'est pas résolue. L'enquête sur Shadowman, c'est quoi? C'est pour ça qu'on a une petite aide ici, c'est la carte qui a un petit B dessus. With the Shadowman. C'est celle-là. Il faut avoir résolu cette enquête pour pouvoir faire des dégâts au démon. Donc vous voyez, on va avoir des contraintes tout le temps au niveau de la distance, donc du range sur les cartes, des contraintes qui sont faites par les obstacles. Les avantages, c'est pas des contraintes, mais c'est une façon d'être avantagé, donc c'est important de savoir où est-ce qu'elles se trouvent. Et en plus, par certaines cartes vont se mettre des contraintes entre elles qui vont nous obliger à résoudre d'abord certaines cartes, puis après d'autres. Et ça, par contre, elles viennent effectivement, les contraintes sur les cartes proviennent directement des scénarios de Dresden Files. Ici, on peut avoir des contraintes quand on... Enfin, c'est pas une contrainte, c'est que quand on défait, quand on bute les hommes de main de Marcone, qui est un gros parrain dans la série, et ben on va enlever deux preuves sur la carte de Case is Marcone Involved, sur celle-là. Donc c'est-à-dire que si on a mis des points de preuve sur cette carte-là et qu'on détruit cela après, on va retirer 2 points de celle-là. Donc il faudrait mieux l'avoir résolu, ou pas du tout avoir mis de points, avant de s'occuper d'eux. Donc voilà comment ça va se passer, les contraintes du jeu, pour un scénario donné, et on va retrouver plein de façons différentes justement de gérer les contraintes entre des cartes, avec le jeu, et ainsi de suite. Donc, on a vu les ennemis, il faut leur faire des dégâts, donc on va leur mettre des points comme ça, pour leur faire des dégâts. Et pour les enquêtes, c'est simple, il faut leur mettre des preuves, enfin des indices plutôt. C'est pas des preuves, je ne sais pas pourquoi je parle de preuves, mais c'est des indices, clues. Des jetons de preuves pour résoudre les cas. Donc celui-là, il a marqué 10, il faut mettre 10 jetons d'indices sur la carte pour pouvoir résoudre le cas. Et le but, ça va être d'en résoudre plus qu'il n'y a d'ennemis à la fin sur le plateau. Sachant qu'à la fin du jeu, d'ailleurs, comment vient la fin du jeu? La fin du jeu, elle vient si, à un moment donné, j'ai besoin de prendre un jeton de destin, et qu'il n'y en a plus. Si j'ai besoin de payer une action ou de dépenser un jeton de destin et qu'il n'y en a plus, la fin du jeu se met en route. Si jamais un joueur n'a plus de cartes, un personnage n'a plus de cartes, n'a plus de cartes en jeu, du tout, et qu'il ne peut pas dépenser un point pour passer son tour, on déclenche la fin du jeu. Si tous les joueurs sont d'accord pour dire que c'est la fin de l'épisode et qu'on passe à la scène finale en fait de l'épisode, on peut faire des cumuls pour récupérer des points de destin en défaussant des cartes, puis on passe à la fin de l'épisode. La fin de l'épisode, c'est quoi? C'est qu'on va faire une sorte de showdown, donc de climax final de l'épisode, sur lequel on va pouvoir dépenser des points de destin sur des cartes ennemies ou enquêtes qui ont déjà des indices ou des dégâts sur elles, pour en ajouter, comme une sorte de dernier round d'honneur, où on va mettre toutes ses forces dans la bataille, en dépensant des points de destin, donc soit 0, soit 1, soit 3, comme c'est indiqué sur la carte, et toutes les cartes sont différentes au niveau du showdown. Donc pour les ennemis c'est ça, pour les enquêtes c'est ça, et on fera ça avec la réserve de points de destin qui nous reste. Et il ne reste pas souvent beaucoup à la fin d'une partie. Donc voilà, ça va être un moyen ultime de mettre des points de dégâts ou des points d'indice sur les ennemis et sur les enquêtes. Alors, comment est-ce qu'on va mettre ces points de dégâts, ces points d'indice, et comment on va utiliser, on
on va avoir les cartes. Chaque joueur, donc ici on a chacun notre dossier, hein. Ici j'ai 3 personnages, j'ai Harry Dresden, Suzanne Rodriguez donc, et Karine Murphy, qui vont déjà avoir, chaque personnage va avoir 2 cartes, une de talent, une de cascade, talent et stunt. Talent, stunt, talent, stunt. Le talent, c'est une capacité qui est là en permanence. C'est-à-dire qu'elle ne se défausse pas, a priori, je ne crois pas. Elle est toujours là. Par contre, le stunt, il va être utilisable une seule fois, à moins d'avoir une carte qui permette de le récupérer. Donc si jamais on le retourne, hop, on passe de ce côté-là de la carte, pour voir si c'est utilisé. Vous voyez que ça compose à chaque fois un dessin. Hop, Harry avec son bâton magique. Suzanne avec son flingue. Donc le stunt, on va pouvoir l'utiliser une fois, c'est généralement une grosse action, une action importante, qu'on ne pourra faire qu'une fois dans la partie, sauf exception. Ensuite, on va avoir une main, donc ici j'ai mis une composition, parce que le jeu se met en place, et le nombre de cartes de chaque joueur dépend du nombre de joueurs global sur le jeu. Donc ici, en joueur en solo, on prend 3 personnages. Normalement, avec 3 personnages, on prend 7 cartes. On prend 7 cartes, mais là, vu que je joue tout seul et que j'ai accès à toutes les cartes, et que je vois toutes les cartes des différents personnages, on n'a que 6 cartes en main. Donc les mains de cartes sont représentées juste à côté de mes personnages. Ici, c'est la main de chacun de mes personnages, en fait. Donc, comment se passe le tour de jeu? Bah, c'est très simple, là j'ai mis un petit marqueur pour mettre le premier joueur. Et puis c'est Harry qui va commencer le round. Chaque joueur va faire une action parmi 4, je crois. Donc les 4 actions, c'est quoi? C'est utiliser un talent ou un stunt, enfin utiliser un stunt, ou utiliser une carte pour l'action qu'elle permet de faire, ou défausser pour obtenir un nombre de points, qui est indiqué ici, défausser la carte pour gagner un nombre de points de destin. Donc c'est ce qui va nous permettre, quand on va les dépenser au fur et à mesure, de pouvoir faire du refill de sa réserve de points de destin. Comment ça se passe donc? Bah, la défausse pour les points, c'est simple, je prends ma carte, je la défausse et je gagne le nombre de points qui se trouve ici. Donc comment ça se passe le nombre de points? Quand il y a un chiffre avec un carré blanc en fait, et puis un nombre dedans, le carré blanc correspond en fait à un nombre de dés qu'on va lancer. Donc ici par exemple, si je défausse pour avoir des points de destin, je vais avoir 2 plus le lancer d'un dé. Donc le lancer d'un dé, c'est ça. Ici, ça ferait 2 moins 1. Finalement, je vais défausser ma carte, mais je vais avoir que 1 point de destin récupéré. Si j'étais tombé sur le plus, j'aurais eu un 3. Et si j'étais tombé sur le blanc, j'aurais eu 2. Sauf si en ce moment, dans le jeu, cet obstacle n'était pas résolu, la face blanche me compte comme un moins. Donc vous voyez, même sur les petites actions où on défausse pour récupérer des points de destin, ces cartes-là vont avoir un impact. Donc ça c'est la défausse pour récupérer les points. Quand on veut faire une action, on utilise la carte, il faut payer le coût de la carte en points de destin, et ça marche de la même façon. Ici, ma carte, pour la jouer, elle me coûte 2 points de destin, donc c'est la réserve commune, tous les joueurs tapent dans cette réserve-là, et je lance un dé pour savoir si ça me coûte moins ou plus. Donc là, dans ce cas-là, par contre, dans le cadre des actions, cette carte est intéressante. Dans le cadre de la défausse, beaucoup moins. Donc on va être tenté parfois de faire certaines actions super chères, peut-être tant que cette carte-là sera ici, et de récupérer les points qu'une fois qu'on l'aura dessoudé en fait. Donc la carte, elle me dit combien elle coûte, elle me dit sur quel range je peux appliquer l'effet. Donc ici c'est une carte qui permet de prendre un avantage. Il est marqué Take Advantage, et c'est marqué Prenez un avantage ici. Donc ça me permet de récupérer les cartes qui sont de type avantage, qui sont les cartes violettes qui sont ici. Mais vous voyez que ma carte violette, j'en ai une qui est en rang 5, et une qui est en rang 4. Donc celle-là, elle permet d'atteindre seulement le rang 2. Donc je ne vais pas pouvoir l'appliquer cette carte, de toute façon. Pas tout de suite en tout cas. Les cartes de type, les cartes jaunes qui permettent d'enlever les obstacles, elles fonctionnent de la même façon, un coup en point de destin, une distance. Donc vous voyez que là c'est pareil, la distance de 1, en fait la distance correspond au range qu'on a ici, donc ici cette carte-là ne pourrait pas m'être utile parce qu'il faudrait que ma carte d'obstacle soit ici ou ici. Les cartes pour attaquer,
un coup de point de destin. Donc là, il est fixe, j'ai pas lancé de dés pour savoir combien ça me coûte, en plus ou en moins. Par contre, ça me coûte 4 points de destin, ça retire 4 points, c'est la moitié de ma réserve actuelle, par exemple. Ça me permet... Alors là, il y a un truc spécial. Et le range, par contre, je peux attaquer sur n'importe quel endroit du plateau. Et la carte nous indique que ça permet d'ajouter 2 points de dégâts sur tous les ennemis dans une rangée. C'est pour ça qu'il y a un infini sur le range, c'est tous les ennemis d'une rangée. Donc là, dans la position actuelle, cette carte-là serait super intéressante pour la ligne du bas. Ça me permettrait de mettre 2 points de dégâts sur ces 3 cartes-là, quelle que soit leur distance. Mais elle est assez chère. Alors cette carte-là, elle serait aussi intéressante pour récupérer 4 points directement de destin, quand on a dépensé beaucoup. Et enfin, on a les cartes de type verte pour résoudre des enquêtes. Elles fonctionnent de la même façon. Un coup en point de destin, un nombre d'indices. Le range, là le range est variable, donc c'est 3, mais ça peut être moins, ça peut être 2 ou 4. Donc dans le jeu, la règle est qu'on peut lancer le dé avant de savoir sur quel indice on va placer nos points. Et voilà l'ensemble des types de cartes qu'on va trouver dans le jeu. Alors, on a vu rapidement que la distance pouvait très fortement nous limiter sur les actions possibles. C'est-à-dire qu'on a des actions possibles, mais on ne peut pas les faire sur n'importe quelle carte. Et c'est là qu'interviennent les avantages des différents protagonistes, leur talent et leur capacité de stunt. Par exemple, Harry, c'est quand on défausse une carte pour les points de destin, on peut déplacer un obstacle ou un avantage vers l'avant ou vers l'arrière de la ligne. Et donc c'est ce qui va, lui, et ça c'est un talent, c'est-à-dire que c'est là en permanence. À chacun de ses tours, quand il va défausser pour gagner des points de destin, donc ça va être intéressant que Harry défausse des points de destin à un certain moment, et ben on va pouvoir rapprocher un obstacle ou un avantage du range 1. Ce qui va permettre à Harry ou à d'autres personnages d'utiliser leurs cartes pour balayer l'obstacle ou récupérer l'avantage. Donc en ça, c'est très coopératif, à savoir que vu que la main de départ de 6 cartes que j'ai pris, elle est aussi aléatoire et qu'il en reste, il va me rester 3-4 cartes encore dans mon petit deck ici, que je vais pouvoir récupérer par certaines actions, mais pas forcément, et bien les parties vont vraiment être différentes du fait de la disposition des cartes en jeu, et du fait des cartes disponibles et des personnages sélectionnés. Donc en termes de rejouabilité pour un puzzle game de ce type-là, parce que c'est vraiment moi ce que j'appelle un puzzle game, c'est réussir à trouver les bonnes combinaisons, prendre un peu de risque avec la partie aléatoire du dé, ce qui donne un petit peu de piquant, et réussir à utiliser correctement les cartes qu'on a à sa disposition. Il y a des actions qui vont nous permettre de tirer des cartes en plus pour certains personnages, d'en distribuer à d'autres. Voilà, tous ces choix vont faire que les scénarios vont vraiment être joués différemment. Pour la partie histoire, je le répète, le jeu lui-même ne raconte pas d'histoire, enfin je trouve pas. Alors, il peut potentiellement raconter une quand on a déjà lu au moins un livre et qu'on se rend compte comment sont faites les cartes, sur quoi elles se basent, les différents ennemis, les différentes enquêtes. Mais rien ne vaut d'avoir lu le roman avant pour être vraiment dans l'histoire qui est présentée devant nous. Sinon, ça reste un petit jeu, un petit casse-tête à résoudre à plusieurs. Et ça peut être sympa parce que c'est assez léger malgré tout. Je trouve pas que ce soit compliqué. Les règles, il n'y en a pas plus que ce que je vous ai raconté là. On prend en compte le coût d'une carte à agir. On peut récupérer en défonçant la carte. Et voilà. D'accord ? Ici, donc on a vu le talent, donc on a vu pour Harry ce que c'était. Pour Suzanne Rodriguez, son talent, c'est quand on défausse pour avoir des points de destin. On peut ajouter un indice dans une enquête qui est au rang le plus court, entre les deux lignes. Donc ça permet ça c'est en permanence aussi, donc à chaque fois qu'elle va défausser, elle pourra rajouter un indice. Et donc ça permet d'augmenter les indices pour obtenir les chiffres qui nous permettent de résoudre les différents cas. Donc ici aussi, sur l'enquête, par exemple, je ne vous ai pas vu tout à l'heure, mais cette enquête-là, quand on la termine, elle oblige le joueur actif à défausser une carte de type attaque. Donc voilà, ça a un impact aussi en fonction de qui va terminer cette enquête. Et du coup, qui va terminer, ça va dépendre aussi des cartes et comment elles sont réparties entre les joueurs. Entre les cartes qui permettent d'avoir les avantages, de passer les obstacles, d'attaquer ou de résoudre des cas. Enfin, Karine Murphy,
Son talent à elle, c'est quand on défausse pour avoir des points de destin, on ajoute un indice sur l'enquête qui est par contre au rang le plus éloigné. Donc ça va permettre, quand elle va défausser des cartes pour avoir des points de destin, de pouvoir mettre des indices sur les LK les plus éloignés. Ce qui peut être intéressant parce que c'est des cartes qu'on ne peut pas obtenir, on ne peut pas atteindre d'habitude. Et avec cette capacité, on pourra commencer à mettre des indices. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que même si une enquête n'est pas résolue à la fin de la partie, ou qu'on on a mis 5 indices sur 10, il faut au moins avoir un indice pour qu'à la fin, quand on fait le showdown, on puisse utiliser des points de destin éventuels, même 0 en fait, pour essayer de lancer des dés et obtenir des points d'indice supplémentaires. Alors 6 dés, ça peut être 6 moins, 3 moins et 3 plus, mais ça peut parfois vous faire gagner, vous faire résoudre le cas au dernier moment. Donc c'est important d'en avoir au moins un sur les cartes, et ce genre de petits talents, elle peut être très utile. Ensuite les stunts. Donc les stunts, on a vu, on peut les utiliser qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que je vais l'utiliser, ce sera une action de mon tour, hop, on la retourne, et c'est terminé, quoi. Donc lui, à son tour, on le retourne la carte, et on ajoute 4 points à n'importe quel ennemi qui pourrait être détruit avec 1 ou 4 points. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le coup final, Blasting Road, c'est le coup final qu'on peut ajouter sur un ennemi à qui il resterait 4 points de vie. Là, il n'y a pas de notion de distance, on prend n'importe quel ennemi, et bam, s'il lui restait 4 points ou moins de dégâts à prendre, et ben il se les prend, et on élimine l'ennemi. Donc ça peut être sympa, on peut le faire qu'une seule fois. Pour Suzanne Rodriguez, son avantage, donc c'est de choisir un joueur, et soi-même éventuellement, pour piocher une carte, et ce joueur prend le prochain tour. Donc ça permet de piocher une carte et de rejouer, et de changer un peu la séquence du tour, potentiellement. Et de faire économiser des cartes, éventuellement, au joueur précédent, ou enfin au joueur suivant. Et enfin, Karine Murphy, la flic. Donc celle-là, elle permet de récupérer un fate point, donc un point de destin, pour chaque ennemi avec des dégâts, et chaque enquête avec des indices dessus. Donc c'est une capacité utilisée dès que toutes les cartes ennemies ou enquêtes on commence à avoir des points dessus, bam, on utilise ça et on se récupère une grosse partie de points de destin. Donc voilà, il y a une grosse notion de timing dans le jeu pour savoir quand jouer les cartes, à quel moment c'est le plus opportun et à quel moment elles seront c'est optimiser en fait ces actions. Le jeu revient à optimiser ses actions pour réussir à résoudre le puzzle qui est devant nous. Voilà pour les explications. On va donc faire un début de partie pour faire voir comment ça tourne. Puis parfois, certains préfèrent sauter les explications et arriver directement sur la partie, voir comment ça tourne et se faire leur propre opinion. Donc, notre début de partie, notre premier joueur, ça va être Harry Dresden, le deuxième, Suzanne Rodriguez, la journaliste, et le troisième, Karine Murphy. A savoir que dans la série, Karine Murphy et Harry Dresden, en tout cas dans les 2 premiers romans que j'ai lus, ils sont... Karine lui en veut à mort parce qu'il lui a caché des... Harry lui cache souvent des choses pour pas l'effrayer ou lui faire peur, ou pour pas qu'elle prenne de risques. Et elle lui en veut parce qu'elle découvre toujours ce qui lui a caché quelque chose, et donc c'est pas la meilleure des relations qu'ils ont entre eux, même si quelque part Harry travaille pour la police et pour le secteur de Karine Murphy. Enfin, il fait pas que ça, mais il travaille essentiellement, c'est ce qui lui fait gagner de l'argent pour vivoter dans son labo de magicien. Suzanne Rodriguez, elle serait plus la partie James Bond Girl, à savoir qu'elle est journaliste, avoir des informations, faire des scoops. Elle publie dans un journal de style les gros scoops où on a des photos d'extraterrestres et des trucs bizarres qui arrivent, qui sont pas tout le temps vrais, mais parfois oui. Et elle drague pas mal Harry Dresden pour soutirer des informations ou pour tout autre désir naturel. Ici, dans le scénario, je vais vous spoiler peut-être un petit peu l'histoire, on a, ou pas trop,
Le scénario, c'est qu'en fait, ça commence souvent pareil, il y a toujours un meurtre. En tout cas, les 2 premiers que j'ai lus, il y a un meurtre au début de l'histoire. Harry est appelé par la police et par Karine pour l'aider, parce qu'il y a quelque chose qui est plus que bizarre dans la scène de crime. Et grosso modo, ici, on a affaire à quelqu'un qui s'est lancé dans la magie, mais sans vraiment la contrôler. Et en plus de ça, il y a une affaire de trafic de drogue, sous couvert de pouvoir magique. Une histoire de parrain de la drogue aussi. Là, on voit, c'est les photos de Marconnet, je crois. Voilà, qui se mélangent. Un peu de démons qui sont là. Je ne peux pas vous expliquer l'histoire en détail, mais c'est sympa. C'est bien sympa. Donc, en tout cas, dans le cadre de notre jeu, il va falloir qu'on prenne en compte ce qu'on va vouloir éliminer en premier, ce qu'on va vouloir récupérer tout de suite, et ce qu'on va pouvoir faire comme action. Les avantages sur les premiers ranges, on n'en a pas. Tous les avantages sont en rang, on le voit ici, en rang 4 ou 5. Donc déjà, on ne pourra pas les récupérer tout de suite. Je crois que j'ai personne qui peut récupérer des avantages aussi loin. Alors ici, on voit range 3 pour Suzanne et 2 pour Karine Murphy. Et pareil pour Harry, c'est beaucoup trop loin. Alors par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, par exemple, les cartes d'Harry pour récupérer les avantages, étant donné qu'ils sont loin, on peut les utiliser pour récupérer des points de destin, potentiellement. Et pour les rapprocher un tout petit peu, et laisser à Suzanne et à Karine le soin de récupérer ces avantages. Parce qu'on sait que Harry, quand il défausse une carte, il va pouvoir faire rapprocher un avantage ou un obstacle. Voilà, on peut prendre en compte ça, pour dire que ça peut être un bon plan, de ne pas utiliser ces cartes pour les actions, donc pour récupérer des avantages, mais plus pour récupérer des points de destin pour l'équipe. Ensuite, pour les obstacles, on peut récupérer... par contre, on voit que pour les obstacles, qui sont donc en rang 3 et en rang 2, donc on n'a pas forcément besoin de les rapprocher avec la compétence d'Harry. On a Suzanne qui permet d'en récupérer un en rang 3. Et en plus, si elle le fait, alors ça lui coûte quand même 4 points de destin, c'est pas donné, mais elle va pouvoir récupérer, quand elle le fait, elle va pouvoir récupérer 2 points, plus un jet de dés, 2 points de destin. Donc ça peut être une tentative pour dire, bah, je vais en dépenser 4, mais je vais pouvoir peut-être en récupérer 3 ou 1, ça me coûtera toujours moins cher que 4, et avoir l'obstacle en moins. Après avoir lequel on veut passer en premier, soit celui qui nous ajoute des dégâts, des coups sur les attaques, et c'est peut-être bien de le faire maintenant parce que les attaques on va pas en avoir peut-être besoin tout de suite, soit celui qui nous transforme les dés en moins, les faces blanches des dés en moins. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aurait ? Parce qu'il faut bien voir que de toute façon, vu qu'on a 8 points de destin, bah, tout le sel du jeu au niveau des choix, et encore plus, je pense, moi je joue en solo, mais quand on est en coop, c'est de dire, moi je vais prendre ça de la réserve en point de destin, il va vous rester ça. Le joueur suivant, il va dire, bah ouais, mais moi, il ne me reste plus assez pour faire cette action-là, comment on va faire ? C'est un peu l'équilibrage de cette dépense de points de destin qui vient aussi rajouter de la coopération pour le groupe. Sachant que parfois les cartes les plus intéressantes ont beaucoup de points de destin, donc elles sont chères, mais elles permettent aussi, en les défaussant, de récupérer des points de destin. Donc c'est un joli jonglage entre ces différentes possibilités. Alors, l'obstacle qui est là, l'avantage ici aussi, c'est que si on retire l'obstacle, les cartes, elles se déplacent sur la ligne. Il va pas trop savoir quoi faire, Harry, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va dépenser 3 points de destin, il va utiliser cette carte-là, d'investigation, donc on le voit en train de se concentrer avec un petit sort de magie. Donc j'ai la range qui peut changer, mais c'est pas très important. Je vais lancer le dé quand même.
J'ai un moins, donc mon range, j'ai 3 moins 1. Donc mon range, il passe à 2. Donc de toute façon, la seule enquête que je peux commencer, c'est celle qui en plus qui est assez longue à faire. Le double meurtre, parce qu'effectivement, il y a eu un double meurtre. L'histoire commence par un double meurtre. Avec une sorte de rituel. Je crois qu'ils ont leur poitrail qui est... Ah oui, c'est un meurtre qui se fait à distance et qui nécessite énormément d'énergie. Donc Harry a joué cette carte-là. Ça me coûte 3 points de destin. Donc 1, 2, 3, hop, ils sont dépensés. Et ça permet de mettre 2 indices dessus. Jusque-là, c'est vraiment pas compliqué. Donc on a celle-là où il ne reste plus que 9 indices à mettre pour que le cas soit résolu, celui du double meurtre. Donc j'ai joué Harry. On passe à Suzanne. Donc Suzanne, elle pourrait très bien dépenser 3 et plus le dé pour essayer de résoudre cet avantage-là. Donc on va faire ça, on va dépenser 3 et on va lancer un dé donc. On va lancer un dé. Une face blanche. Attention, une face blanche, on se rappelle, ça compte comme un moins. Alors, très intéressant, parce que là c'est dans le cadre d'une carte qui nous coûte dans le cadre du coup. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Donc cette carte-là à jouer va nous compter que 2 points de destin. Donc 2 points de destin. Hop, hop. Pour pouvoir prendre un avantage en rang 3. Ah non, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas bon du tout. Donc je remets mes 2 points de destin ici. C'est pas du tout ce que je voulais faire. En fait, c'était ça que je voulais faire. Bon, tant pis. Donc, on rembobine, on change ce qu'on a voulu faire. En fait, je voulais passer l'obstacle. Parce que les avantages, ils sont beaucoup trop loin. Donc, mes excuses. Je dépense 4 points de destin, qui fait qu'il ne va plus nous en rester grand-chose. 1, 2, 3, 4. Il n'en restera plus qu'un. Pour passer un obstacle qui est en rang 3, donc c'est celui-là que je vais passer. Hop. Et comme c'est marqué en dessous, une fois que je résous un obstacle, je vais pouvoir lancer un dé plus 2 pour récupérer des points de destin. Donc je lance un dé. Ah, évidemment, là c'est pas dans le bon sens que ça se fait. Donc c'est un moins 1 finalement, parce que j'ai toujours cet obstacle-là. Donc je ne récupère qu'un seul point de destin. Et par contre l'obstacle est retiré, donc je le défausse, je le mets là. Les cartes se déplacent donc ici, ce qui les rapproche du rang 1. Et je vais passer au tour de Karine Murphy. Mon flic à qui il reste plus que 2 points pour jouer. À moins qu'elle décide de défausser pour récupérer des points de destin et aider Harry pour le prochain tour. On a dit que ce serait intéressant que Harry défausse les points ici. Alors là, vu qu'il nous reste que 2 points de destin, on pourrait tenter de jouer cette carte-là. Ce serait pas mal d'ailleurs, cette carte-là, hop. Parce qu'elle coûte 3 points de fait. On les a pas, mais on lance 2 dés. Alors potentiellement, je pourrais avoir, entre les faces blanches et les moins, je pourrais avoir moins que 3 en coup. Et donc utiliser cette compétence pour retirer ce dernier obstacle et rapprocher les cartes. Mais c'est risqué. C'est risqué parce que je pourrais très bien perdre la partie. Si jamais je fais 2 plus, ou même qu'un seul plus, non d'ailleurs, oui, si je fais des plus, c'est mort pour moi. C'est qu'on va reprendre des points de destin, donc là, par contre, il faut savoir sur qui... Vous voyez que ce qui nous permet de récupérer des points de destin, c'est les cartes les plus intéressantes pour mettre des indices. Donc forcément, on hésite toujours pour ça. Alors les enquêtes sont assez loin de nous. Donc celle-là, je vais avoir du mal à la jouer de toute façon. Cette carte-là, je vais avoir du mal à la jouer. Donc je vais défausser cette carte-là. Ce qui va me faire regagner 3 points de destin. Donc je défausse ma carte, hop. Je regagne 3 points de destin.
Est-ce qu'il m'en fait 5? Et son tour est passé, ça revient à Harry Dresden. Donc Harry, qui a 5 points dans la réserve, si il va dépenser cette carte-là, il va la défausser, ce qui va nous faire gagner un seul point de destin, c'est pas beaucoup. Mais par contre, si on utilise son talent... Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié ça. Ici, quand elle a défaussé ses cartes pour gagner des points de destin, il fallait que je fasse cette action-là, qui est d'ajouter un indice sur le case qui est le plus éloigné. Donc, de toute façon, c'est celui-là le case le plus éloigné. Hop. On l'a ajouté. Dommage, ce cas-là, il est assez éloigné, mais il est très avantageux à résoudre. Parce que dès qu'on l'a résolu, on peut ajouter 3 indices sur Who is the Shadowman, qui est ici. Mais bon, donc là, j'ai fait son talent. Ici, j'ai défaussé pour avoir un point de plus. Et quand Harry défausse pour gagner des points de destin, on peut faire avancer un obstacle ou un avantage. Donc on peut faire reculer ou avancer un obstacle ou un avantage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire avancer cet obstacle-là. Pourquoi? Parce que comme ça, il se retrouve en rang 1, et que Harry a une carte qui vaut pas cher pour enlever l'obstacle, en rang 1. Et ça nous permettra de dire, bah, les cartes jaunes, on n'a plus besoin, parce qu'on n'a plus d'obstacle après dans le jeu, et je pourrais essayer de récupérer, une fois qu'on aura supprimé l'obstacle en plus, des points de destin. Sachant qu'on aura plus de chances d'avoir des points de destin, parce que les faces, quand on n'aura plus le dernier obstacle, qui nous transforme les faces vides en moins, et qui sera éliminé celui-là, et qu'on pourra jouer cette carte-là pour récupérer des points de destin, on aura un peu plus de chances d'en récupérer. Donc voilà. Donc c'est au tour de Suzanne d'agir. Alors Suzanne, elle pourrait essayer de dépenser des points de destin pour récupérer l'avantage. L'avantage qui est le plus proche qu'on peut récupérer, c'est celui qui est en rang 3. Qui nous permet de piocher une carte et de jouer 2 fois. Donc de piocher une carte dans la réserve de cartes, donc ce serait de Suzanne. On a encore des cartes. La répartition des cartes, on l'a aussi sur chaque fiche de personnage 1 ici. Moi je fais pas trop attention, j'aime pas trop calculer là-dessus, mais ça peut être utile. Une fois qu'on a refait 3 ou 4 fois un scénario, ça peut être utile de commencer à bien calculer. Donc elle pourrait, Suzanne, récupérer cet avantage pour 3 et 1 dé de fate point. Alors c'est assez cher, mais tant qu'on a l'obstacle qui nous transforme les faces blanches en moins, ça peut être utile de l'essayer. Donc on va faire ça. 3+. Donc je jette un dé. Je vais essayer de récupérer cet avantage-là qui est en rang 3. Ma carte me permet de le faire. On lance un dé et on espère que... Oh, c'est un moins, comme ça c'est bien. Donc ça veut dire que la carte, au lieu de me coûter 3, elle me coûte que 2 points de destin. Donc 2 points de destin qui repartent ici. Et je peux prendre l'avantage. Donc c'est un effet déjà, c'est que ça se rapproche. Donc les enquêtes ont plus de temps ou elles sont plus simples à aller s'en occuper. Et on résout l'effet de la carte avantage, qui est une potion de vitesse, une potion de rapidité. Donc quand on la prend, le joueur actif, donc c'est Suzanne, pioche une carte. Donc pioche une carte, je vais prendre une carte qui est ici, et c'est une carte de type, dommage, obstacle, pour résoudre des obstacles. Donc on sait qu'on n'en aura pas besoin, qu'on la défaussera pour récupérer les points de destin là-dessus. Et alors, donc je vais faire un deuxième tour derrière, donc Suzanne va rejouer, et en plus on peut bouger le démon, Kalchazak, on peut le bouger au rang le plus éloigné. Donc ça veut dire que potentiellement je peux rapprocher toutes mes cibles et les différents cas et l'éloigner. Donc je vais éloigner le démon, que de toute façon je ne peux pas toucher tout de suite parce que je n'ai pas encore résolu le cas de qui est le Shadowman. Donc je vais le pousser au rang le plus loin. Voilà la carte avantage dépensée, et je la mets en haut dans la pile des cartes avec les obstacles. Et je rejoue, donc Suzanne rejoue un deuxième tour grâce à cette carte. Avantage. Donc elle va le faire tout de suite. Ah bah soit
Bah non, ce qu'on va faire, c'est que du coup, c'est Suzanne qui va jouer tout de suite cette carte-là pour récupérer un point de destin. Ah non, qui va utiliser la carte en dépensant un point de destin, donc j'en ai 4, j'en ai plus que 3, et qui va résoudre ce cas-là, sans attendre Harry, pour résoudre ce cas ici. Et donc on termine, on a cet obstacle qui transformait les faces blanches en moins, est annulé. On rapproche toutes les cartes, donc ça nous fait rapprocher un peu toutes les cartes à notre portée. Et donc le tour de Suzanne est terminé, ça va être au tour de Karine Murphy. Donc vous voyez en éliminant les obstacles ou en prenant les avantages, ça nous a permis aussi de décaler les cartes et de les faire se rapprocher. Donc elles deviennent plus vite accessibles pour les enquêtes ou pour les ennemis. Et donc c'est à Karine Murphy. Donc il faut quand même faire attention au nombre de cartes qui restent par personnage, parce que dès qu'on n'a plus de cartes, on peut dépenser un point de destin pour sauter son tour aussi. C'est-à-dire si on ne sait pas jouer ou si on n'a pas envie de jouer tout de suite avant quelqu'un, on peut dépenser un point de fate, un point de destin, et on se passe son tour, donc on joue pas de cartes. Donc ça c'est possible. Mais bon, les points de destin sont rares, ils sont chers, et généralement on essaie de les utiliser à bon escient. Alors... Ah donc... je viens de faire un... Ah non, j'ai pas dépensé pour avoir les points de destin. Donc Karine Murphy. Alors donc elle, on sait que... Ah oui. Je me suis peut-être trompé dans ma... J'ai peut-être été trop vite. Tant pis, j'ai pris le choix. J'avais dit qu'il fallait que je fasse cette carte-là avant, pour essayer de récupérer un maximum de points de fate, mais là maintenant, je suis pas sûr d'en récupérer. Tant pis. Karine, elle va défausser cette carte-là pour essayer de récupérer un maximum de points de destin. Donc on lance 2 dés. Donc dans le jeu il y a des dés de 2 couleurs, mais c'est la même chose. Hein. Il y a 2 plus, ou 3 plus, je pense 3 moins et 2 blancs. Donc là on a un moins 1. Donc on a pas, le blanc n'est plus un moins, parce que l'obstacle est parti. Donc on a 3 moins 1, ça on récupère 2 points de destin en défaussant cette carte. Donc 2 points de destin qu'on récupère ici. Et on applique, quand on défausse, le talent de Karine. Qui est de dire qu'on ajoute un indice sur le case qui est le plus éloigné. Donc là on a le choix. On a le choix entre ce cas-là ou ce cas-là. Ils sont à la même distance. Donc on va nous le mettre là-dessus, c'est le cas le plus intéressant, et nous permettre de mettre 3 indices sur un autre cas quand on le résout. Donc vous voyez que pour l'instant, j'ai pas forcément utilisé les cartes actions qui coûtent cher, mais que j'ai quand même réussi à mettre des indices sur mes enquêtes. C'est aussi un moyen, avec les talents, de pouvoir un petit peu avancer les différentes enquêtes et d'attaquer les monstres. Mais il va falloir qu'on s'en occupe par contre. Alors, donc Karine a joué, c'est au tour de Harry. Donc Harry, on sait aussi qu'il n'y a plus d'obstacles. Et on pourrait rapprocher l'avantage. Est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile de le rapprocher en rang 2, l'avantage. Donc Harry va défausser cette carte-là, parce qu'on n'a plus d'obstacle, donc ces cartes-là ne nous servent plus à rien, sauf à gagner des points de destin. Et ce qui déclenche dans notre cas, j'ai pas vu pour les autres personnages du jeu, mais des effets quand on défausse. Donc on défausse pour gagner un point de destin. On applique l'effet du talent d'Harry, qui est qu'on peut déplacer un obstacle, il n'y en a plus, ou un avantage, en avant ou en arrière, donc on va déplacer l'avantage qui se trouve ici, hop, d'un rang. Et notre avantage se trouve en rang 2. Et en rang 2, est-ce que quelqu'un... Donc lui, il pourrait le prendre en rang 2, mais ça coûte un petit peu cher. Enfin, cher ou pas, mais c'est potentiellement cher. Et par contre, on sait que Karine, en appelant des renforts, call for backup, en rang 2, elle va pouvoir récupérer que pour un point de destin l'avantage. Donc, on sait ce que jouera Karine au prochain tour. Enfin, on se doute. Donc, Harry a joué. Vous voyez que Harry, déjà, il n'a plus que 3 cartes. Donc ça devient... Et plus cette carte-là qui peut jouer aussi, ça fait 4 actions encore. Donc, il va peut-être falloir trouver un moyen de lui faire récupérer des cartes, si c'est possible.
Alors, à notre amie Suzanne, il lui reste 2 cartes d'attaque, 2 cartes pour résoudre des cas, donc il va falloir qu'on commence à le faire. Et qu'on avance un peu sur les enquêtes et sur le fait d'abattre les méchants du jeu, les ennemis. Donc on sait aussi que la partie stunt de Suzanne Rodriguez nous permet de piocher une carte, ou de faire piocher un autre joueur une carte. Donc on pourrait très bien retourner cette carte-là, faire cette action-là pour faire piocher une carte à Harry, si on avait envie. En attendant, il n'y a pas de cas qu'on peut résoudre immédiatement et assez vite. Donc là, on a une carte sympa pour Suzanne, c'est que si on résout, avec cette carte-là, si on arrive à résoudre une enquête, on peut ajouter 3 plus 1 ou moins 1 dégâts sur un ennemi. Donc, ce qui peut être pas mal aussi. Mais là, on va commencer par faire. Il n'y a pas d'enquête assez proche ici. Bon, c'est le moment où je vais utiliser ça alors. Donc je retourne la carte Stunt, donc l'action unique en fait de Suzanne, pour faire piocher une carte à n'importe quel joueur. Donc je vais faire piocher à Harry. Hop. Une nouvelle carte pour Harry, une carte d'attaque. C'est bien parce qu'il n'y en avait pas beaucoup au début du jeu. Fuego. Il y a Fuego et Pyro Fuego, des sorts d'attaque, de feu. Et ensuite, c'est Harry qui va jouer. C'est pas donc pas Karine juste après, mais c'est Harry parce que c'est le joueur qui a pioché une carte qui fait le prochain tour. Donc hop, ici on se rend compte que l'action elle est dépensée. Et donc c'est Harry qui rejoue encore un tour et qui va sûrement attaquer. Et qui va du coup utiliser cette fameuse attaque en range là. Sauf que c'est intéressant pour les 2 premiers ennemis. Mais lui il ne pourra pas prendre de dégâts. Tant que cette carte-là n'est pas résolue. Donc Harry, pour l'instant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va défausser cette carte-là. Ouais, quoi, ça lui sert plus grand-chose, Harry. Tant pis, on va essayer de gagner des points de destin en plus. Donc il défausse cette carte-là. Puisqu'on n'aura plus d'avantage à récupérer. Il doit jeter un dé pour savoir s'il a plus ou moins de points. Bah, pas plus, donc 2. Il récupère donc 2 points de destin. On commence à avoir un pool de points de destin intéressant. Même si on n'avance pas. Et on va y aller, du coup, on va taper. Alors, Suzanne, elle va utiliser cette carte-là pour faire 2 dégâts aux hommes de main de Marconnet. Je le fais parce que même si on résout, si on les détruit, il faudrait retirer deux indices de la carte de l'enquête Is Marconnet Involved, et il n'en a pas, donc on ne retirera rien du tout. Donc il faut d'abord que je paye le coût, 3 points de destin, et plus le variable. Donc 3 points de destin, moins 1, donc ça me coûte que 2 points de destin en plus. Donc je retire 2 points de destin, et j'ajoute donc les 2 points de dégâts qui sont indiqués sur la carte à cela. Il leur reste donc 5 points à prendre pour être éliminé. Ce qui serait notre premier ennemi éliminé, et ce serait pas mal de commencer à le faire. Ensuite c'est Karine. Donc Karine, on a dit qu'elle allait prendre l'avantage qui se trouve en rang 2. Donc elle dépense 1 point de destin, comme c'est indiqué ici. Hop, 1 point de destin. Et jusqu'au rang 2, elle peut travailler, et donc elle récupère cette carte avantage.
Beer at Max, donc bon, les titres font référence à forcément des lieux ou des objets ou des personnages de l'objet de Dresden. Ça, c'est un bar où se rencontrent les magiciens, où la magie est interdite. Et c'est une sorte de pub, un pub de magiciens, quoi. Donc quand on la prend, le joueur actif pioche une carte. Donc Karine va piocher une carte. C'est une carte pour résoudre des enquêtes, c'est super bien. Et il distribue two card draws among other players. Donc les autres joueurs on peut choisir, donc entre Harry et Suzanne, de piocher une carte chacun, ou deux cartes pour l'un ou pour l'autre. Et je serais bien tenté de dire que je ne sais pas du tout. Donc je vais faire piocher une carte à Suzanne, parce qu'elle n'en a plus que 3. Une carte d'attaque. Et une carte à Harry. Voilà, c'était un obstacle. Donc on a récupéré une carte pour Harry en plus, et une pour Suzanne. Ici, vu qu'on a utilisé l'avantage, on décale toutes nos cartes. Et ça va avoir l'intérêt d'avoir des ennemis qui sont proches et des enquêtes à réaliser. Et ça va être le moment qu'il ne reste plus beaucoup de cartes pour chaque personnage, d'attaquer et d'enquêter sur les différents cas. Alors, donc c'était le tour de Karine Murphy, ça repasse à Harry. Harry, donc en récupérant cette carte-là, étant donné qu'il n'y a plus d'obstacles, on va pouvoir s'en servir pour récupérer des points de destin. Mais est-ce qu'on fait ça tout de suite ou est-ce qu'on attaque Alors celle-là, elle sera intéressante sur la ligne du bas si j'ai éliminé... Celle-là sera intéressante sur la ligne du bas si j'élimine celle-là, par exemple. Ça me permettra de mettre des dégâts sur tout cela. Donc on peut essayer de faire ça. On va utiliser tous nos points de fate, c'est beaucoup. Non, pas tout de suite. Harry, pas tout de suite. Donc on va utiliser ça. On va le défausser pour gagner 3 points. Hop, de destin. Il ne reste plus que 3 cartes à Harry, il va falloir qu'on se dépêche. Suzanne Rodriguez. Alors, on va utiliser cette carte-là, c'est Penny Smiter. On va dépenser 3 points de destin. Hop, c'est fait. Et on va ensuite donc faire 2 points de dégâts jusqu'à un range de 3. Donc on va faire 2 points de dégâts sur cela. Et pourquoi ça? Hop, hop, parce que si l'attaque ne détruit pas la cible, on peut ajouter 2 plus 1 dé d'indice sur n'importe quelle enquête. Donc on va faire ça. On lance un dé, on espère que ça va faire un plus. Bah, ça fait blanc, donc ça fait toujours 2. Donc je vais pouvoir ajouter 2 indices sur n'importe quel cas. Donc on va ajouter 2 indices là-dessus. Ça fait qu'il ne reste plus que 5 indices à avoir sur Victor is Missing, qui est donc ce monsieur Victor. Ensuite, on passe à Karine Murphy. Alors Karine Murphy, on va essayer celle-là parce que potentiellement elle ne coûte pas cher. On peut potentiellement mettre 2 indices pour 1, alors en espérant que ça ne fasse pas des plus évidemment cette fois-ci. Donc on lance 2 dés. C'est le genre de carte qui peut vous faire changer un peu la partie parce qu'on risque de perdre soit les 5 points, je peux les payer, les 5 points de destin,
pour mettre 2 indices, ce qui est vraiment pas bien payé. Mais potentiellement, je peux en dépenser qu'un seul. Donc on va essayer ça. Donc je lance 2 dés. Voilà, donc ici, j'ai 3, bon, ça compte pas, moins 1, donc je dépense 2 points de destin pour mettre 2 indices dans un range de 3. Donc on va le mettre ici, attends, 4, hop, hop, on le met ici. Ce qui fait qu'ici, 3, 4, 5, 6, il ne reste plus que 3 points à mettre sur ce dernier cas. Et on repasse à Harry. Donc Harry, ce qu'il va pouvoir faire, c'est utiliser cette carte-là, qui est son action stun, son action unique, pour mettre jusqu'à 4 points de dégâts sur un ennemi à qui il manquerait 4 points de dégâts maximum pour être dessoudé. Et donc on va dessouder les hommes de main de Marcone, puisqu'ici il ne reste plus que 3 points à mettre. On le fait, on ajoute donc 3 points, ça nous fait, enfin 4 points, ça fait 8 sur 7, c'est bon. Et quand on les tue, on enlève 2 indices de l'enquête Is Marcone Involved, qui n'en a aucun. Donc, pas de souci, on perd rien comme indice. Et eux, ils sont supprimés. Hop. Donc ça décale les différents cas ici. Et donc Harry a utilisé sa carte, on la retourne, hop là, on ne pourra plus l'utiliser. C'est au tour de Suzanne Rodriguez. Donc il ne reste plus que 3 points de destin par contre. Mais... Donc Suzanne Rodriguez, est-ce qu'elle va mettre des dégâts pour 2 points? C'est pas génial. En même temps, je peux pas utiliser ces cas-là. Donc je vais défausser cette carte d'attaque. Alors pourquoi? Parce que je vais gagner 2 points de destin. Hop. Et que je vais pouvoir faire son action. Que quand on défausse pour gagner des points de destin, on peut ajouter un indice sur une enquête qui est au rang le plus court. Donc je vais pouvoir ajouter un indice sur celui-là. Ils sont au même niveau, je peux décider que ce soit celui-là. Suzanne a joué. Alors pourquoi c'était intéressant de faire ça? C'est qu'ensuite, j'utilise 4 points de destin avec cette carte de Karine, qui me permet de mettre 2 indices. 2 indices jusqu'à un range de 3, donc ça va être très bien pour cette carte-là. Je vais mettre 2 indices, donc je paye 4 points de destin d'abord, 3, 4, hop. Je mets 2 indices, et on devrait être un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On réussit à faire l'enquête. Quand on réussit l'enquête, il y a marqué qu'on ajoute 3 indices sur l'enquête Who is the Shadowman sur celle-là. Donc je vais passer 3 indices ici. Celle-là est résolue. Ça nous fait un premier cadre résolu dans l'affaire Stormfront. Et ça décale ici. Et... ah non, je me suis trompé en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, c'est... Si, c'est bon. Et en plus de ça, j'ai fait l'effet de carte. Ici, c'est que si jamais j'ai résolu l'enquête, je pioche une carte. Donc, hop, je récupère une nouvelle carte. Bon, c'est une carte qui permet de passer les obstacles dont on n'a pas besoin, mais ça permet de récupérer un point et d'utiliser le talent de Karine à la fin. Ce qui est sympathique. C'est comme ça dans le jeu, il faut retrouver des moyens de faire des mini-combos pour récupérer des points de destin et pour avoir des incidences sur le jeu en même temps.
Donc on en revient à Harry. Et vous voyez qu'il ne reste plus que ça comme carte, donc le jeu est relativement rapide. Mais c'est vrai que parfois on peut un peu bloquer pour dire qu'est-ce qu'on fait comme... qu'est-ce qu'on va faire comme action, qu'est-ce qui va être quelle va être la meilleure action possible. Donc Harry Dresden, il faudrait qu'on arrive à résoudre ce cas-là pour pouvoir faire des dégâts sur lui. En ce moment on a un peu de mal. Et là pour l'instant, au niveau de la situation du jeu, on a un cadre résolu, mais on a encore 3 ennemis en jeu. Donc ça veut dire que 3 moins 1, 2, c'est 2 points pour le jeu en fait, on perd l'épisode, on en a moins 2 quoi. Donc il faudrait soit que j'arrive à détruire ces 3 là, ce qui est relativement impossible, soit à résoudre au moins 2 autres cas. Le cas le plus simple à résoudre c'était celui-là, parce qu'il a que 7, mais il est en rang 4, et j'ai aucune attaque en rang 4. Donc c'est un peu problématique. C'est peut-être ce qui va nous faire perdre la partie d'ailleurs. Alors, Harry. On n'a plus qu'un point de destin, donc il va falloir qu'on récupère des points de destin. Et je crois bien que je vais être obligé de... Bon, vu la situation, ça met que 2 points de dégâts à chaque... Je vais défausser cette carte-là pour gagner 4 points de destin. On revient avec 5 points de destin. Ensuite, c'est à Suzanne Rodriguez. Donc elle a que des actions à 5 points de fate. Et j'ai pas de cas où je vais réussir à mettre 4 indices pour résoudre une enquête. Ça va être chaud. Donc éventuellement, je pourrais décider de passer le tour de Suzanne pour pas faire dépenser de cartes. Et pour contre un point de destin. Mais est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Ça va être dur de maintenir le pool de points de destin. En fait, on a que des actions qui sont très, très coûteuses. Donc là, celle-là est intéressante au cas où j'arrive à résoudre l'enquête directement. Par contre, ça veut dire que pour ça, il faudrait que j'ai une enquête où il ne reste plus que 4 points à faire, et c'est pas le cas du tout. Donc je vais défausser cette carte-là pour gagner 5 points de destin. 3, 4, 5. Je fais l'action de talent qui permet d'être un indice sur le cas au plus court. Ça sera lui, forcément. Ce qui n'est pas ce qui nous arrange le plus. Ensuite, c'est à Karine. Donc Karine, elle va commencer à faire des dégâts sur l'ennemi le plus proche, à mon avis. Donc, on va dépenser cette carte-là. Il faut jeter un dé pour savoir si c'est plus cher ou moins cher. C'est moins cher, c'est bien. J'ai une super chance au dé. Donc, ça coûte 3 points de destin. Et je fais 4 dégâts en range 1. Donc, je vais choisir de faire 4 dégâts au scorpion géant. Hop, 4 dégâts. Et ça revient à Harry. Et là, on commence à avoir moins d'actions et des actions coûteuses. Et ça va être dur de finir la partie. Donc, on n'a toujours pas d'enquête en rang 1. On va tenter. On va tenter de faire celle-là. Alors celle-là, on pourrait être... bon, vu la chance qu'on a, je suis pas sûr qu'on arrive à faire 5 points de dégâts. Cette carte-là nous permettrait de faire 5 points de dégâts ici. Et de détruire l'ennemi ici. Donc ce serait pas mal. Mais est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin de points
2 points. J'ai plus que 2 cartes d'attaque. Alors 2 cartes d'attaque, ça veut dire que... y a elle qui pourrait faire un truc sympa aussi. Si on détruit un ennemi, mais c'est pareil, elle n'est pas sûre de le détruire. Elle est potentiellement plus intéressante. Donc je défausse la carte d'Harry contre 5 points de destin. Hop. Donc on a un bon pool de points de destin pour attaquer la dernière ligne droite. Donc elle... Alors, du coup on va un peu gâcher cette... celle-là, je pense, parce que on ne pourra pas résoudre de cas avec ça. Est-ce que finalement, j'aurais pas dû plutôt... Non, je vais pas faire ça, alors. Hop, 3, 4, 5. J'attaque avec Harry. Je tente. Donc je dépense 5 points. 3, 4, 5. Je dépense 5 points de destin pour faire l'attaque. Une attaque de 4 plus 1 dé. En range 3, je vais attaquer celui-là. Donc si ça me fait un plus, je l'élimine, sinon non. Ça me fait un plus, ça fait donc, pour rappel, 4 plus 1, 5 points de dégâts. 5 points de dégâts, c'est ce qui manquait pour le détruire. Donc je détruis le scorpion géant. Ça rapproche tout le monde. Lui, il est détruit. Et ensuite, j'arrive à Suzanne. Et elle, je vais défausser sa carte pour gagner 5 points de destin. Donc, ce que je voulais faire au départ avec Harry, je le fais avec elle. 5 points de destin, et je fais son talent. Quand on défausse, on ajoute un indice à un cas qui est le plus court, donc ça va être sur celui-là. On ajoute l'indice. Donc elle n'aura plus de carte pour jouer. Donc il faudra se débrouiller pour pouvoir dépenser avoir au moins un point de destin pour défausser pour qu'elle puisse passer son tour. Ensuite, Karine Murphy. Donc, Karine Murphy. On va lui faire jouer quoi? Karine Murphy. Ça va être dur. On va lui faire jouer son action unique, qui est d'ajouter un point, qui est de récupérer un point de destin pour chaque ennemi et chaque cas, avec des blessures ou des indices sur eux. Ah, ça fait récupérer que 2 points en même temps. On a que ces deux-là, quand non, ça fait que 2 points. C'est pas énorme. Donc tant pis, je vais d'abord défausser... Je vais d'abord défausser celle-là. Donc pour un point de destin, je récupère, et j'ajoute un indice sur le cas le plus éloigné. Ouais. Au moins on aura des indices sur des différents cas, on aura peut-être une chance à la fin avec beaucoup de points de destin. Ensuite on en revient à Harry. Donc Harry, il va jouer cette carte-là, il va dépenser 5 points de destin pour mettre jusqu'à 7. Ah, il faut espérer qu'on fasse 2 plus si on veut résoudre le cas ici, ce qui n'est pas donné. Est-ce qu'on va résoudre le cas du double meurtre? Je ne suis pas sûr. Il faut lancer 2 dés. C'est la seule enquête qui peut atteindre de toute façon.
Donc on lance 2 dés. Croisez les doigts avec moi. Ah bah non, ça s'annule de toute façon, donc ça fait que les 5 indices que je devais mettre au départ. Donc 5 indices, hop. Ça fait qu'on en est à 9, il restait plus que 2 indices à mettre sur celle-là. Harry a joué. On n'a plus que 3 points de destin. Il faut que je puisse dépenser un point de destin pour passer le tour de Suzanne. Donc je dépense ce point de destin. Et j'arrive à Karine, mais j'ai plus de points de destin pour faire mon attaque. Donc ce que je fais, c'est que je vais défausser ma carte pour récupérer 5 points de destin. Et en même temps ajouter un indice sur l'enquête qui est la plus éloignée. Donc j'en récupère 5. Et j'ajoute un indice sur l'enquête qui est la plus éloignée. Donc c'est celle-là. Voilà. Son tour se termine. On arrive sur Harry. Étant donné que mes joueurs n'ont plus de cartes, de toute façon, ça sert à rien que je dépense mes points de destin, j'en ai besoin pour le showdown, pour le climax final. Donc on passe au showdown. C'est-à-dire que là, c'est ma dernière chance. J'ai pas réussi à faire l'enquête pour l'instant. C'est ma dernière chance pour essayer de résoudre des cas, ajouter des indices ou ajouter des blessures. Alors, là où c'est pas de chance, c'est que de toute façon, les ennemis ici n'ont pas de points de dégâts, donc je ne peux pas faire de lancer pendant le showdown pour essayer de leur en ajouter. Je ne peux pas dépenser de points supplémentaires pour ajouter des dégâts ici. La seule chose que je peux faire, c'est réussir à en ajouter sur les cas qui sont déjà là. Alors, comment ça se passe? Je prends la carte de showdown qui me dit que je peux dépenser, si je dépense 0 points de destin, je vais pouvoir faire 0 plus 6 dés pour ajouter un nombre de dégâts. Voilà, c'est pas le cas. Par contre, pour les... ça, c'est la partie ennemie et ça, c'est la partie enquête. Donc, je peux ajouter 0 et faire un lancer sur n'importe quelle carte de 6 dés pour essayer d'avoir des indices en plus. Je peux en dépenser 2 pour avoir 2 plus 5 ou en dépenser 4 pour avoir 3 plus 6. Donc on va peut-être... Et ce qu'il faut réussir à faire dans notre cas, il faudrait que j'ai au moins 2 cas de résolus. Si j'ai 2 cas de résolus, parmi les 3 qui sont ici, et ben j'aurai 3 cas de résolus et 2 ennemis, j'aurai gagné la partie. Donc notre partie va se jouer sur le showdown au final. Sachant qu'ici, il faut que j'ajoute 5. Donc là, j'ai plus de notion de distance. Ici, il faut que j'ajoute, c'est la pagaille finale, ça se passe à différents endroits tout en même temps, c'est l'apocalypse. C'est souvent comme ça dans les bouquins de Dresden Files, hein, la fin des épisodes est assez chaude. Ici, il faut que j'en ajoute 5. Ici, 2 uniquement. Donc ici, c'est là où c'est le plus facile pour moi d'en ajouter et de résoudre le cas. Étant donné que j'ai 7 points de fate, est-ce que je les répartis? Bon, on fait espérer que... de toute façon, ça sert à quoi de faire 2. Alors, je peux faire 4 et 2. Ou 2, 2, 2. Bon, ici, je vais tenter de lancer avec 2 points de destin. J'en paye 2. Et donc, 2 points de destin, je lance... j'ai 2 points d'indice, 2 indices. Et je dois lancer 5 dés pour essayer de choper d'autres indices. Sachant qu'avec les 2 de base, je vais pouvoir résoudre le cas. Mais si j'ai plus de moins que de plus, c'est-à-dire que l'ensemble de mon modificateur est négatif, je ne vais pas résoudre l'enquête. Mais c'est comme ça. 3, 4, 5. Alors les dés ont différentes couleurs, ça n'a pas d'impact. 5 dés. Il faut espérer que le résultat soit au moins nul. Évidemment. Moins 3 plus 2. Donc ça fait moins 1. Et donc je mets qu'un seul indice sur ce cas-là. Donc mon cas n'est pas résolu. Alors je vais essayer de mettre 4 indices ici. 1, 2, 3, 4. Pour avoir un jeté de 3 plus 6. Donc 6 dés. 3, 4, 5,
6. On va dire que c'est un plus celui-là. Donc j'ai 2, moins 1. Donc j'ai plus 1. Plus 1, plus 3, ça fait 90 que je mets là-dessus. Et 90, ça me fait arriver à 6. Ce qui n'est pas suffisant pour résoudre le truc. Et de toute façon, j'ai plus qu'un point de destin. Un point de destin. Et donc du coup, je peux faire celui-là avec 6 dés pour voir si ça résout. Mettons même 6 dés, ça sera pas suffisant. Bah là, ça fait 0. Donc de toute façon, j'ajoute 0. Et donc je termine mon scénario et je le rate à un cheveu près sur les 2 enquêtes qui me restaient. Parce qu'ici il me restait qu'un seul point, ici qu'un seul point. Pour réussir, pour avoir ces deux-là et gagner le scénario. Mais hélas, si je fais le bilan, j'ai un cas, une enquête de résolu, 2 ennemis encore sur le plateau. Et donc on a brillamment perdu cet épisode de The Dresden Files. Mais ça s'est joué à un cheveu sur le showdown. Alors j'ai fait plusieurs parties. Celle-là, j'ai déjà remporté l'épisode sans arriver au showdown. C'est la première fois que j'ai un showdown qui peut me faire gagner à ce point-là, en ayant autant de cas encore sur le plateau. Donc ça veut dire vraiment que, en fonction de la disposition du plateau déjà, parce que par contre je l'ai fait avec les mêmes personnages, c'est les personnages qui sont dans l'épisode Stormfront, dans le livre. Ce qui veut dire que vraiment en fonction de la disposition du jeu déjà, on va avoir des scénarios qui vont se dérouler différemment. C'est assez important. Par rapport aux cartes aussi qu'on a disponibles au niveau des personnages. Et la façon de jouer évidemment. Et l'autre chose, ça veut dire que dès qu'on changera aussi de set de personnages, on va avoir un scénario complètement différent. Donc voilà, c'était The Dresden Files, j'espère que ça vous a plu ou pas, vous pouvez me le dire en commentaire sur la vidéo. J'ai fait la vidéo en prenant la caméra à la main, donc ça peut-être que ça bouge beaucoup et qu'il faut éviter de regarder la vidéo en plein écran et très près de l'écran. Moi j'aime beaucoup ce jeu parce que c'est un puzzle game, hein. Je pense que vous avez compris la façon dont c'est une mécanique très forte. Potentiellement on pourrait mettre n'importe quel thème dessus. Pour quelqu'un qui a déjà lu les romans, je pense que ça lui parlera encore plus. Et je trouve que la mécanique est bien faite par rapport à la façon dont se déroulent les épisodes dans la série, enfin les livres. Et franchement c'est assez intéressant. Ça parlera pas aux gens qui ne connaissent pas la série, mais malgré tout ça peut être un jeu plaisant, pas compliqué, coopératif, et dans lequel on va s'acharner pour réussir à résoudre le petit puzzle. Donc voilà pour The Dresden Files. Ça c'est tout ce qui reste à faire comme scénario, et qu'il y a la rejouabilité, plus ce qu'on peut faire comme scénario en aléatoire, et plus les différents personnages qu'on peut utiliser. Vous avez tous les personnages, enfin une grosse partie des personnages de la série. The Dresden Files, c'est terminé. Je vous dis à une prochaine. Ciao.